Bonjour à toutes et à tous. Nous y sommes enfin, la vidéo des rattrapages films. Ouais, je sais, j'ai un peu de retard, mais bon, pour le coup, Oppenheimer méritait sa vidéo à part entière. Et vu les films que je vais traiter aujourd'hui, il aurait fait un peu tâche. Et je pense que quasiment, il aurait pris quasiment les 3/4 de la vidéo à lui tout seul. Donc je me suis dit, les films dont on va parler aujourd'hui sont tous sortis en 2023, donc je n'ai pas besoin de mettre dans les encarts date de sortie, parce que c'est 2023, donc ça ne sert pas à grand chose. Mais voilà, ce sont mes rattrapages de films. Alors, j'en ai sélectionné 3, j'aurais pu en mettre plus. Normalement, avec Oppenheimer, ça aurait dû faire 4, mais bon, voilà, je vais pas me répéter. Je vais essayer de mettre des petits clins d'œil du coup dans cette vidéo, donc si vous avez du coup tous les clins d'œil, n'hésitez pas à le mettre dans la description. Donc nous allons commencer tout de suite avec le premier film. J'ai quand même oublié aussi de préciser que toutes les vidéos seront sans spoiler. Donc si également vous souhaitez vous faire une sorte d'avis ou découvrir un film par cette vidéo, vous allez pouvoir sans vouloir se gâcher le plaisir de découverte. Voilà. Et bien commençons avec le premier film. Five Nights at Freddy's. Alors, film adapté du jeu vidéo éponyme, donc. Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite. Je n'ai jamais joué à Five Nights at Freddy's. Je n'ai jamais eu l'occasion, ça ne s'est jamais vraiment présenté. Alors, ça ne veut pas dire que je déteste le jeu ou que j'ai pas envie d'y jouer. Non, le jeu vidéo, je le considère un petit peu comme le cinéma. C'est-à-dire que je considère que c'est un art et que, par définition, pour profiter d'un jeu vidéo, il faut quand même être en condition. Ce qui n'est pas souvent mon cas, je ne suis pas forcément en condition pour profiter d'un jeu. La preuve, hein, j'ai un peu de retard, je suis censé faire D3 Become Human et j'ai toujours pas le temps de le finir. Donc bref, enfin de faire une des fins du coup, mais là n'est pas la question. Donc, Five Nights at Freddy's, que j'aime appeler quelque part mon premier film d'horreur. C'est trop mignon. Je vais pas vous spoiler pourquoi. Alors je précise, je ne vais qu'analyser le film. Je ne connais pas le jeu, je ne connais pas les tenants aboutissants du jeu, ni de sa création, ni l'adaptation, ni le contenu. Je ne vais juste parler que du film. Donc certainement que je vais passer à côté de pas mal de choses, de références, de clins d'œil, de private jokes, qui justement font référence au jeu. Mais comme j'ai pas fait le jeu, je suis certainement passé à côté. Je le reconnais, c'est déjà mieux que rien. Donc, je vais quand même souligner aussi un point important. Quand j'ai vu ce film, j'ai pris une grosse claque. Grosse claque, alors, non pas par le film en lui-même, faut pas déconner, c'est pas un chef-d'œuvre, mais voir du coup, notamment comme acteur, j'ai oublié son nom, mais moi j'aime bien l'appeler... Peter Mollark. Oui, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Josh... Josh... Peter Mollark, donc. Ça me fait triper, donc. Peter Mollark, qui du coup a pris un sacré coup de vieux quand même, hein, parce que bon... Alors, moi je l'avais découvert avec Zathura. Bon, alors, chacun ses références, il y en a qui l'ont découvert avec Hunger Games. Moi je l'ai découvert avec Zathura, qui est une sorte de fausse suite à Jumanji, hein, bien évidemment. Je dis bien de fausse parce que c'est... Allez voir la vidéo de moi, vous comprendrez. Et accessoirement aussi, à un moment donné, un autre personnage qu'on voit au début du film, c'est pas un spoil donc, et ce personnage est interprété par Matthew Lillard, qui n'est ni plus moins que le Sammy du film Scooby-Doo. Comment dire ? Je vieillis, ou le temps passe vite, je sais pas, mais waouh! Lui aussi, visiblement, le temps lui a pas fait de cadeau, parce que qu'est-ce qu'il a vieilli? Alors je pense que c'est certainement le maquillage, je sais pas, enfin la vache! C'était si loin que ça, les films Scooby-Doo, dans mon souvenir, c'était... Enfin, je sais pas, enfin c'est... Remarque, c'était il y a presque 20 ans, donc je me dis que oui, maintenant 20 ans est passé, que du coup les fleurs... les choses ont changé, les fleurs ont fané. C'était le temps d'avant. Mais bon, bref, faut que j'arrête avec mes références de merde, moi. Alors, on met de côté, du coup, le fait que j'ai pris une grosse claque dans la gueule parce que j'ai vu des interprètes et je me dis, putain, qu'est-ce qu'ils ont vieilli quand même. Alors, si on parle du film en lui-même, encore une fois, je pars du principe que le film, alors, est censé reprendre des éléments du jeu, mais comme je n'ai pas joué au jeu, je ne vais qu'analyser le film en tant que film à part entière et pas en tant qu'adaptation. En tant que film à part entière, alors, je sais pas si on peut qualifier ce jeu de film d'horreur ou si c'est un thriller du coup. Je vous avoue, je sais pas vraiment. Alors, certainement que ça doit être marqué sur MDB, sur Allociné ou sur ce que vous voulez, mais je préfère me faire mon propre opinion.
Et je dois admettre qu'en tant que film, c'est presque... Comment dire, ce que je qualifierais de mon premier film d'horreur, du coup. Parce que, bon, alors, vous allez me dire, je vais pas montrer ça à des enfants. Bah quand même, à la frontière entre l'enfance et l'adolescence, c'est quasiment le premier film d'horreur accessible que vous pouvez leur montrer d'une certaine manière. Je me dis qu'il y a des choses qu'on voit qui sont bien pires au JT de 20h, donc honnêtement, on pouvait montrer ça, je veux dire, sans trop de problème. Alors, à voir quand même, hein, mais bon. Et malgré tout, l'histoire se tient. Alors, c'est quand même marrant de se dire que... Josh, machin, Pita Melark, là, je vais pas vous faire le truc sans arrêt. Je l'ai découvert en gamin dans Zathura, je l'ai découvert en adolescent presque adulte dans Hunger Games, et là, je le vois en tant qu'adulte accompli, du coup, ou lancé sur l'autoroute de la vie, en gérant, du coup, un enfant. Et je me dis que, quelque part, les films, quelque part, se suivent, mais il y a une forme d'évolution vis-à-vis de l'acteur, et du coup, il joue des choses, et je trouve qu'il joue bien. L'attitude de son personnage dans le film, c'est quelque chose que je pourrais voir dans la vraie vie. Et rien que ça, du coup, moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ma suspension consentie d'incrédulité m'a fait dire que, concrètement, ça passe, frère. Concrètement, son personnage m'a paru crédible et réaliste. Alors que l'histoire se passe aux États-Unis, hein, je précise, mais ce petit détail fait que, c'est bien fait. C'est bien amené, c'est bien présenté. Au niveau alors, j'ai envie de dire de l'histoire en elle-même, je dois admettre que ça m'a tenu en haleine. Même si je ne connaissais pas le jeu, j'ai quand même pu profiter du film sans me dire que je passais à côté d'un truc. Non, le film m'a suffi en lui-même. Il m'a même donné envie de tester le jeu. Ce qui est plutôt bon signe, donc ça veut dire que le film a bien fait son travail, donc. Un peu comme quand je me suis fait, le film Mario Bros, et que, potentiellement, j'avais envie de jouer à ça. Hein. Donc, et d'ailleurs, je suis en train de me dire que l'année dernière, en 2023, on a quand même eu 4 adaptations de jeux vidéo. Parce que, si je dis pas de conneries, j'espère, hein, en tout cas, on a eu le film Mario, le film Gran Turismo, le film Five Nights at Freddy's, et je crois qu'on a quand même eu le film Tetris. Donc, 4 adaptations de jeux vidéo en film, c'est... Ah, ok, Tetris n'est pas une adaptation à proprement parler, et si je prends aussi Gran Turismo, pareil. Mais ce sont 4 films en lien avec un univers de jeux vidéo. Et je dois admettre que, sur les 4 films, 3 sont des films très sympathiques que je peux recommander. Si vous avez suivi les vidéos de cette chaîne, ce que j'espère, hein, abonnez-vous. Concrètement, oui, vous savez déjà de quel film j'ai pas aimé, hein, ou en tout cas beaucoup moins aimé que les autres. Et Five Nights at Freddy's fait partie de ces 3-là. Donc, je rappelle que j'ai chroniqué Mario, Gran Turismo et Tetris. Je vous laisse du coup aller voir les dites vidéos pour du coup vous faire votre propre opinion. Donc, au final, est-ce que le film en lui-même, je le recommande? Oui. Les musiques dedans sont plutôt cool, on sent une ambiance, les interprètes sont plutôt investis de leur personnage et sont vraiment à fond dedans. Il y a des retournements de situation, et pour le coup, ceux-là, je les ai absolument pas vus venir, mais vraiment, alors que tu te dis, mais putain, mais c'est évident en fait. Sauf que j'étais tellement à fond dans l'histoire que, quand la révélation arrive, parce que oui, forcément qu'il y a une révélation à un moment donné dans un film, c'est pas un spoil là, et quand il y a eu la révélation, je fais... Ah merde, mais j'avais oublié ce détail. Et c'est vrai que oui, le film, en fait, nous montre pas mal de choses, mais à un moment donné, comme il y a tellement de trucs en tête, un peu comme ce que vit le personnage, on a tendance à oublier, on dit « Ah merde !» Et le film m'a vraiment surpris vers la fin. C'est pas un chef-d'œuvre, mais j'ai passé un bon moment. Donc c'est un film que j'aurais tendance à recommander. Quand je disais que c'était un peu mon premier film d'horreur, encore une fois, c'est le genre de film que vous pouvez faire découvrir à des jeunes adolescents ou à de jeunes adultes. Alors attention, peut-être qu'ils ont déjà commencé à tester de films d'horreur bien plus violents, hein, genre Conjuring, Saw, ce que vous voulez. Mais pour des gens qui souhaiteraient découvrir un truc un peu plus horrifique, alors oui, je sais qu'il y avait Chair de Poule, je crois, mais on est le cran dessus de Chair de Poule. Donc voilà, si ça peut vous donner du coup une idée, du coup. Et ça m'a même donné envie d'essayer le jeu, du coup. Deuxième film de cette sélection, et celui-ci, je sens que je risque de ne pas être d'accord avec pas mal de monde. Je pense que vous l'avez vu à mon super t-shirt.
nous allons parler d'un film Marvel. Mais le truc, c'est que vous vous dites, bah attends, il a déjà fait Ant-Man 3, il a déjà fait Gardiens de la Galaxie 3. De quoi il va parler, du coup, je vois pas. Et puis au niveau des séries Marvel, techniquement... Non, Echo, je le ferai après. je suis un peu à la bourre. Et en plus, il y a X-Men 97 qui va sortir dans pas très longtemps, au moment où je tourne cette vidéo. Ouais, je sais, je suis un peu à la bourre pour le coup. Donc, nous allons parler du coup de The Marvels. Alors, si vous avez suivi du coup cette chaîne YouTube... J'espère, abonnez-vous. On le dit jamais assez, mais c'est vrai, abonnez-vous, franchement. Et mettez un pouce aussi, ce serait sympa. Merci, ça soutiendrait mon travail. Bref, si vous avez suivi du coup cette chaîne, vous savez que j'ai déjà traité du cas de la série Miss Marvel, qui, alors, au moment où j'ai regardé la série, j'étais dans un bon mood. Bon, je venais de finir aussi Stranger Things saison 4, donc forcément, j'étais encore dans le mood de regarder une série avec des adolescents qui vivent des aventures. Donc, moi, j'avais plutôt bien aimé la série, même si finalement, beaucoup disent quoi, comment on peut aimer cette merde? C'est quoi cette merde? Et c'est dans cette merde qu'il y a une révélation. Je spoil pas le truc, hein, parce que si vous souhaitez suivre le truc. Et du coup, vient la suite, donc The Marvels, qui chronologiquement se passe après Miss Marvel, et comme Miss Marvel se passe, si je ne dis pas de bêtises, après Spider-Man No Way Home et après Doctor Strange 2 notamment. Oui, 2, pardon, excusez-moi. Le film nous raconte comment 3 personnages qui techniquement sont liés entre guillemets, hein, plus ou moins, se retrouvent du coup réunis pour affronter une menace, donc. Et alors, je trouve ça original pour un film Marvel, parce que c'est vrai que je trouve que c'est une prise de risque. Les 3 rôles principaux sont joués par des femmes. Alors vous allez me dire, ouais, super, mais pourquoi tu précises ça? Parce que c'est quand même assez rare pour être souligné dans un film Marvel. Voilà. Et autant dire que la construction de l'histoire du film, alors déjà je l'ai trouvée cohérente, dans le sens où, forcément, il se passe quelque chose, chacun du côté, chacun des 3 côtés, parce que je rappelle qu'il y a 3 personnages, donc à la base, les 3 personnes font leur vie chacun de leur côté, et puis à un moment donné, il suffit d'un élément perturbateur pour que tout le monde soit lié involontairement au mauvais endroit, au mauvais moment, peut-être. Ouais, en même temps, c'est du Marvel, logique. Donc, je dois admettre que l'histoire en elle-même, j'ai bien aimé. Après, libre à vous de faire votre propre opinion si vous n'avez pas vu le film. Si vous avez vu le film, vous allez certainement me spammer la section commentaires pour dire à quel point j'ai tort. Non mais je vous attends, allez-y, hein. Puis, honnêtement, en tant que film en lui-même, le film est sympathique. Il y a une évolution au niveau des personnages, parce qu'à la base, certains personnages ne se connaissent pas, d'autres ont plutôt un ressenti, ou plutôt une forme de rancœur d'une manière ou d'une autre, et on comprend beaucoup plus des choses vis-à-vis de certains personnages. Là où le premier film Captain Marvel m'avait profondément agacé, concrètement, ce film-là, je l'ai trouvé bien plus digeste, je l'ai trouvé bien plus agréable. Et je me dis, ce que le film me propose, je pars du principe qu'on est dans l'univers Marvel, Marvel Cinematic Universe, tout peut arriver. Je veux dire, on ne connaît pas l'intégralité de cet univers, de ce monde, de cette galaxie. Tout peut arriver. Donc en soi, si le film a décidé de montrer des trucs, si le film a décidé de partir sur telle manière de raconter, sur tel truc, sur tel détail, sur tel machin, je me dis, ok, je l'accepte. Parce que on vit dans un monde, dans un univers, on vit. L'histoire du film vit dans un univers où il y a toute une galaxie, tout un univers, tout un tas de personnages, etc., etc., je l'accepte. Donc, par définition, tout peut arriver, honnêtement. Et ce que me propose le film, ce qu'il me raconte, je dois admettre que j'ai bien aimé ce que le film me raconte. Il y a des retournements de situation qui clairement montrent que les persos évoluent, progressent, avancent. C'est pas des gens qui savent tout mieux que tout le monde. En gros, le syndrome Rey Skywalker. Clairement, je crois que c'est l'un des persos féminins que je déteste le plus, et même l'un des persos de fiction tout court. Je crois que Rey Skywalker... Oui, parce que... Désolé du spoil. Et Jiren dans Dragon Ball Super, je crois que c'est les 2 persos de fiction que je déteste le plus au monde. Et dites-vous que pourtant je détestais Captain Marvel, et là j'arrive presque à l'aimer. C'est vous dire. Parce qu'elle a évolué dans ce film. Autant son film ne la mettait pas forcément en valeur, donc Captain Marvel, son film ne la mettait pas en valeur, autant ce film-là, le fait qu'elle soit une équipe de 3, ça marche. J'ai plutôt bien aimé, l'histoire se porte, etc. Alors, mention pas spéciale du tout pour l'antagoniste qui est un peu faiblard selon moi. Franchement,
la volonté de l'antagoniste, enfin de l'ennemi principal si vous préférez, n'est jamais vraiment claire. Oui, c'est pour dominer, oui, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça, mais tu dis ouais, c'est un peu classique, ça sent un peu le déjà vu. Là où le fait d'avoir mis 3 persos principaux dans une histoire, ok, façon GTA 5 si vous préférez, j'ai trouvé ça très intelligent. Oui, c'est un peu la mécanique de GTA 5, mais en film, et ça marche. Ça marche vraiment en fait. Je veux dire, en plus, non seulement ça marche au sein du film, mais ça marche au sein du scénar. C'est bien expliqué, c'est bien amené, et en fait, ça match. Le problème, c'est que le film s'est fait défoncer, honnêtement, et je ne comprends même pas pourquoi il se fait défoncer. Vous avez eu des films bien pires que ça, Black Panther 2 notamment, qui honnêtement a été fini à la pisse. Celui-là, The Marvels, est bien fait, en fait. Et vous attendez un film divertissant, du style... je sais pas... le film Marvel du dimanche soir sur TF1 à 21h, bah ça passe honnêtement. Franchement, il n'y a pas besoin de demander plus. Je veux dire, le film n'a jamais promis quoi que ce soit. Et c'est ça le problème, c'est que les gens détestent le film parce qu'ils soit ils s'attendaient à quelque chose et ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, soit ils avaient décidé de chier sur le film. Le problème, c'est que le film ne vous a jamais rien promis en fait. Et par définition, c'est pas parce que vous n'avez pas eu ce que vous voulez que le film est mauvais. En soi, ok, le cinéma est un art et que chacun voit midi à sa porte, chacun a un ressenti différent. Mais en soi, le film n'est pas mauvais pour autant. Il a des qualités, ça se porte bien. C'est un film de transition entre entre 2 films Marvel ou entre 3 films Marvel, j'en sais rien. Mais en fait, il se laisse regarder, il est même très intéressant, très sympathique et... Moi, j'ai passé un bon moment. Les musiques sont cool, l'ambiance est cool, l'humour est bien dosé, parce qu'il y a de l'humour dedans. Il y a des petits gags, vraiment, en fait, il y a tout ce qu'on devrait attendre d'un film Marvel de transition. Faut pas s'attendre à un film façon Avengers ou Civil War. Non, c'est pas le but. C'est pas le but du film. Ils cherchent pas à apporter quelque chose en plus. Même si je pense que bon, ils vont certainement rester sur Kamala Khan et elle va certainement faire partie de ce que j'appellerais les New Avengers, accompagnés de tout un tas d'autres personnages, et que certainement Tom Holland, Spider-Man, sera le leader des New Avengers. Alors je dis New Avengers, mais ça n'a pas été confirmé par Marvel. Mais en même temps, la phase 4 proposait les Éternels, Shang-Chi, la sœur de Black Widow, donc Yelena, Kate Bishop, notamment, dans la série Hawkeye, également Miss Marvel, du coup, Kamala Khan. Donc on nous proposait de nouveaux personnages pour remplacer un peu les anciens. Donc je suppose que toute cette ribambelle de personnages présentés avec la phase 4 servira dans la phase 5 avec notamment un futur film, je sais pas, Young Avengers ou potentiellement sur d'autres films. Alors je sais que Yelena est prévue pour Thunderbolts, qui est un futur film Marvel, un futur projet. Mais concrètement, ça me surprendrait pas un jour de la voir dans les Young Avengers, donc pourquoi pas, ou dans, je sais pas, dans les New Avengers, potentiellement. Donc j'attends de voir honnêtement ce qu'ils vont proposer avec. Le film a 2 scènes post-crédit, cependant, donc restez bien attentifs. D'ailleurs, une des scènes post-crédit est en lien avec une ancienne scène post-crédit d'un ancien contenu Marvel, que je vous spoil pas. Donc voilà, honnêtement, moi j'aurais tendance à dire, le film est plutôt cool, donc si vous aimez du Marvel et que vous avez envie de voir une sorte de film de super-héroïne, l'équivalent du film blockbuster du dimanche soir 21h sur TF1, ça donne un peu ce sentiment-là. Et ça passe, honnêtement. Franchement, c'est cool. Dernier film de notre sélection. Et celui-là, c'est un petit peu, comment dire... C'est un peu la quatrième roue du carrosse qui marche mal. Ça tombe bien, on va parler d'automobile. Nous allons parler du film Ferrari, réalisé par Michael Mann, dont le seul film que j'ai en tête, ce serait Collateral avec Jamie Foxx et Tom Cruise. Film que je n'ai jamais vu, honnêtement, je m'en fous. Je sais qu'il y a un truc de taxi à un moment donné. Bref, j'ai pas vu le film, donc je m'en fous. Et c'est pas le sujet de la vidéo. Donc Michael Mann qui du coup réalise ce film donc Ferrari, basé sur une partie de la vie de Enzo Ferrari. Enzo Ferrari, interprété ici d'ailleurs par Adam Driver. Alors... Je rappelle, no spoil. J'ai réfléchi en même temps, mais... J'ai pas aimé. J'ai pas aimé pour plein de raisons. On me vend un film qui s'appelle Ferrari. Par définition, je m'attends à avoir un peu comme Oppenheimer ou un peu comme d'autres films dans le même genre. Je m'attends à avoir un contexte historique, soit de la marque, soit d'Enzo Ferrari.
En gros, de sa plus tendre enfance jusqu'à potentiellement sa mort. Je rappelle au passage que quelques jours après sa mort, un des pilotes Ferrari de l'époque, je crois que c'était Gerhard Berger, avait gagné le Grand Prix d'Italie de Formule 1. Donc voilà, ça aurait pu aller jusque-là. Non. Le film a décidé de nous présenter Enzo Ferrari pas comme j'aurais aimé le voir, en fait. Alors, attention, je fais le lien avec un petit peu plus tôt dans la vidéo. Ce n'est pas parce que le film ne m'a pas... Enfin, le film ne m'a jamais promis quoi que ce soit. Le film ne m'a jamais... Je n'avais pas d'attente vis-à-vis du film. Et le film ne m'a jamais promis quoi que ce soit. Cependant, dépeindre Enzo Ferrari comme un gros queutard, je vous avoue que je m'en foutais un peu, en fait. C'était pas ce que je voulais voir. Et puis même, pour l'image de marque de la marque... excusez-moi, mais... Non, c'était pas ce que je voulais voir, en fait. Voir Enzo Ferrari, le Commendatore, et vraiment l'un des plus grands noms de l'histoire du sport auto, bah... non, en fait. Et puis, surtout, il y a un truc qui me pose problème. Le film met en place tout un tas de choses dans le scénar. On nous raconte quelque part un peu le fait que la Scuderia Ferrari, enfin, pas la Scuderia, pardon. Scuderia, c'est l'équipe de course, donc Ferrari, je crois que c'est SPA, donc l'entreprise constructeur Ferrari, est déficitaire et même en faillite. Et on nous parle déjà de la famille Agnelli avec Fiat, etc. Sauf que, si comme moi vous avez vu du coup Le Mans 66, qui je sais n'est pas exact dans la véracité historique des faits, je le sais bien, techniquement le rachat de Fiat s'est fait plus tard. Donc du coup, on nous tease un truc qui se passera 10 ans avant, parce que oui, le film se passe en 57, 58 je crois. Et comment dire, bah, c'est un pêle-mêle de plein de trucs en fait, c'est ça le problème, c'est que le film nous montre une facette de la vie d'Enzo Ferrari, et je me dis, mais vous auriez pas pu vous concentrer juste sur la vie globale du bonhomme. Comment Enzo est devenu Ferrari. Ça aurait été plus logique, et ça aurait été plus intéressant de montrer comment il a construit la société, la concession, enfin la marque Ferrari, comment il a créé la Scuderia Ferrari, même ses débuts en championnat du monde de Formule 1, ça aurait été pas mal. Nous montrer aussi les victoires au Mans avec la domination jusqu'à ce que Ford arrive. Alors oui, ça aurait un peu repris, je pense, une partie de Le Mans 66, mais sous un autre visage. Ça aurait été tellement plus intéressant. Et le film, en fait, les 2/3 du film nous racontent la vie privée d'Enzo Ferrari, et le tiers restant, presque le quart restant, nous parle un peu de course, de la, je crois que c'est Miglia, je sais plus, enfin c'est une course italienne, j'ai un peu de mal avec la prononciation italienne, je vous avoue. Et en fait, pas ouf, hein. Pas ouf. Alors, visiblement, il y en a qui ont aimé le film. Tant mieux, je vous envie, honnêtement, mais moi, pour ma part, je peux pas recommander le film. Enfin, pour donner un exemple, cette année, en 2024, j'ai analysé Audi versus Lancia, qui s'est consacré uniquement sur un truc, et il l'a bien fait. Il a été à l'essentiel. Et il s'est même permis, en plus d'ailleurs, d'expliquer que le film, du coup, a été remanié d'un point de vue scénario pour correspondre au format cinéma. Donc, au moins, il l'assume. Là, ce film Ferrari se base sur un bouquin qui lui-même se base sur la réalité. Donc déjà, paye ta véracité historique. Hein. Donc, non. Définitivement, non, ça passe pas. Franchement, je sais que le film ne m'a jamais rien promis, et le film a fait ce qu'il voulait, hein, quand le réalisateur a fait ce qu'il voulait. Mais dépeindre Enzo Ferrari comme un queutard, excusez-moi, hein, mais moi ça me gonfle un peu. Alors, j'exagère avec mon propos de queutard. Ok, j'exagère un peu beaucoup. Mais bon, la vie privée d'Enzo Ferrari, je m'en fous, quoi. Je veux dire, montrez-moi comment Enzo est devenu Ferrari. Montrez-moi comment Enzo a créé tout cet univers. Ça aurait été plus logique. Là, honnêtement, non. Et je me dis, mais vous avez des acteurs de talent. Vous avez Adam Driver, vous avez Penelope Cruz, il y a même à un moment donné, du coup, Patrick Dempsey, Dr Mamour hein, de Grey's Anatomy, qui d'ailleurs est pilote de course, ou je crois qu'il maintenant il est team manager d'écurie en endurance, qui du coup pilote une Ferrari, alors que le mec pilotait une Porsche dans la réalité. C'est drôle. Non mais, bof. Vraiment, il y avait tellement plus à faire avec le mythe Enzo Ferrari. Il y avait tellement plus.
Il y avait beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses qui permettaient de mettre en avant vraiment tout, l'ambition du bonhomme. Et en fait, Michael Mann s'est uniquement concentré sur une partie qui n'est pas la plus connue d'Enzo Ferrari. Et honnêtement, est-ce que on avait vraiment envie de voir ça? Je vous avoue que moi, à titre perso, non. Alors si vous, ça vous tente de voir que Enzo Ferrari a... Je peux pas vous spoiler, donc du coup je vais me retenir de dire des trucs, mais c'est votre problème, hein, tant mieux pour vous, mais moi, non, ça m'intéresse pas de savoir que, bon... Enfin... J'exagère parce que j'ai dit gros que tard, etc. Mais non, enfin... J'ai fortement exagéré, mais... Mais non, en fait, enfin... J'aurais été tellement plus content de voir autre chose. Il y avait plein de choses à raconter. C'est ça que je comprends pas en fait. C'est le peu de musique qu'il y a dedans est totalement anecdotique. L'histoire en elle-même est pas ouf. Et franchement, le film est totalement dispensable, quoi. Donc, ne le considérez pas comme un film sur du sport auto. Considérez plus ça comme une sorte de faux biopic. Et encore, c'est même pas un biopic parce que un biopic, on peut aller beaucoup plus loin dans le temps. Mais là, le problème, c'est que ça se concentre que sur quelques jours, peut-être 3, 4 semaines, peut-être, je sais pas. C'est peu. C'est peu. Le film s'appelle Ferrari. Il s'appelle Ferrari, le film. Mais vous auriez pu étirer un peu plus dans le temps. Là, non, vous êtes contenté du minimum. C'est dommage. Il y avait tellement plus à raconter. Donc, est-ce que je recommande le film? Bah... Alors, si vraiment vous êtes curieux, hein, parce que si vous avez du temps à perdre, tant mieux. Sinon, passez votre chemin. Hein. Je pense qu'il y avait... Il y a beaucoup plus de choses à raconter. Et d'ailleurs, chose qui m'a un peu interpellé, le film se passe quasiment 10 ans avant Le Mans 66. Vous allez me faire croire que Enzo Ferrari, on va dire... Est-ce que Adam Driver était le bon acteur pour interpréter ça? Parce que Le Mans 66, Enzo Ferrari a déjà une taille et un physique un peu plus proche du vrai Enzo Ferrari historique. Là, Adam Driver est trop grand pour le rôle. Ça marche pas. Réellement, ça marche pas en fait. Non seulement il est trop grand, mais... Je sais pas, c'est... Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire avec le film. Vraiment, j'avais vraiment envie de le voir ce film, et en fait, parce que j'ai toujours tendance à vouloir voir des films, mais à ne pas regarder les bandes annonces, pour garder on va dire, la surprise et l'effet de découverte. Mais là, j'aurais peut-être dû en fait, hein, parce que franchement, j'ai été terriblement déçu. Donc vraiment un film que j'aurais du mal à recommander, alors seulement si vous êtes fan de tout ça, mais même là je suis même pas sûr en fait, donc bof. Ça y est, on a enfin réussi à terminer nos rattrapages de films. Ça a été assez difficile quand même, hein. Franchement, je vais pas vous mentir. Certains films ont été peut-être un peu plus faciles que d'autres. Alors, je vous le dis tout de suite, je vais essayer de rattraper aussi les quelques séries ou films que j'ai pas pu voir ces derniers temps. Donc, il va falloir que je fasse un petit tour ciné ou autre. Donc, je vais essayer de rattraper ça prochainement. Par contre, alors, il y aura peut-être un peu de latence au niveau des vidéos. Peut-être qu'elles vont pas sortir toutes les semaines. Peut-être que ça va être une toutes les 2 semaines. Je sais pas encore, mais le temps que je rattrape le tout, ça me demande un peu de temps. Donc, on se retrouve du coup très très vite pour de prochaines vidéos. Encore une fois, pouce, abonnement, commentaires, etc. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Gros bisous à toutes et à tous et salut!